L'édition de ce 25 avril vous est donc présentée par Marion Vigreux. Et au sommaire, le conseil municipal a voté hier l'aide financière supplémentaire de 1 million d'euros pour le gestionnaire du MM Arena. Soit une enveloppe totale annuelle de 2,1 millions d'euros que les contribuables manceaux devront payer pour équilibrer le budget du stade. L'opposition réclame toujours un audit. Nouveau coup dur pour l'économie du sud du département. 185 emplois sont menacés chez le sous-traitant automobile Harman à Château-du-Loir. Enfin, la préfecture appelle les Sartois à la vigilance face au démarchage abusif à domicile. En 5 mois, 95 plaintes ont été déposées. Mon invité ce soir sera Inès Rambur-Mériguet, la présidente du Mans Stadium. Avec elle, nous reviendrons sur l'engagement pris hier soir par la ville pour compenser donc les pertes de recettes du MM Arena. On commence ce journal Marion avec un appel à témoins lancé par les gendarmes. Un appel à témoins pour retrouver le conducteur d'un 4x4 suite au décès d'un cycliste. C'était hier vers 16h sur la D140 entre Ruaudin et Mulsanne. Ce manceau âgé de 50 ans a été renversé par une voiture après avoir chuté pour une raison indéterminée. Les gendarmes recherchent le conducteur du 4x4 qui circulait à ce moment précis sur la départementale pour recueillir son témoignage. C'est le 9e décès sur les routes du département depuis le début de l'année. Et puis sachez que les vacances de printemps commencent ce soir et soyez vigilants, la circulation sera dense ce week-end. Bison futé voie vert ce soir et orange demain dans le sens des départs. Et donc le conseil municipal a voté hier une aide financière supplémentaire de 1 million d'euros pour le Mans Stadium. Pendant 5 ans, les élus se sont donc engagés à verser 1 million d'euros de plus aux concessionnaires du stade MM Arena. Au total, c'est donc une facture de 2,1 millions d'euros que payeront annuellement les contribuables manceaux pour permettre à le Mans Stadium de boucler son budget. Cet effort supplémentaire demandé à la ville serait compensé selon le maire par une diminution des budgets de communication et relations extérieures. Hier soir, lors du conseil municipal, les élus de l'opposition ont dénoncé un montage financier trouble. Retour sur ce vote. C'était un conseil municipal que tous attendaient de pied ferme. La gauche et Jean-Claude Boulard pour tirer un trait sur un dossier qui aura empoisonné toute la campagne municipale. Et la droite pour asseoir son statut d'opposant. Christelle Morancet s'exprime la première, dénonçant le manque de transparence du dossier MM Arena. Le constat que je dénonce ce soir, c'est que vous ne réglez rien et que vous faites reporter le problème dans 5 ans. Je demande que vous réalisiez un audit par un cabinet extérieur sur ce stade et de le communiquer à tous les manceaux. La chef de l'opposition a également réclamé la copie du contrat signé entre la ville et Vinci. Un groupe pointé du doigt par son colistier, Alain Pigeot. Ce dernier accuse Vinci d'avoir fait une opération blanche. Je considère que nous ne sommes pas tenus d'équilibrer le budget de Le Mans Stadium. Vinci ne va pas perdre un centime dans l'opération. C'est le contribuable manceau qui va supporter, j'allais dire, l'absence d'aléas pour le groupe Vinci. Jean-Claude Boulard s'en défend. Qui aurait pris depuis le début les 5 millions fonctionnement, alors là, je tombe avec un club qui n'aurait pas payé le loyer. Mais au final, après 1 heure d'échange, l'aide annuelle supplémentaire d'1 million d'euros est rejetée par l'UMP et le FN, mais validée par la majorité. Soulagement pour Jean-Claude Boulard. Et je crois que l'opposition oublie un peu trop qu'elle a voté ce stade, qu'elle a voté la concession et qu'il y a une sorte de perte de mémoire de certains qui se disent avoir été piégés. En même temps, on ne touche pas au taux de l'impôt. L'évolution est de 1%, comme voté en décembre dernier. Donc la contribution supplémentaire qu'on a mise dans le budget ne déséquilibre pas le budget. Reste que cette enveloppe est votée pour 5 ans et certains s'inquiètent déjà de ce qui se passera après. En n'étudiant pas dès maintenant la dénonciation de la Convention, en reportant la décision dans 5 ans, avec une nouvelle convention beaucoup plus corsetée sur le terrain juridique, c'est que dans 5 ans, ça risque de nous coûter encore plus cher. Désormais, la ville se donne un objectif, 5 années pour reconstruire un club professionnel. À noter que durant les débats, beaucoup ont regretté, à gauche comme à droite, l'absence d'Henri Legarda, l'ancien dirigeant du club professionnel, principal responsable pour certains de la faillite du Mans FC. Et pour prolonger le débat, nous recevons ce soir sur notre plateau Inès Rambur-Mériguet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale du Mans Stadium. Vous avez assisté hier soir au conseil municipal, vous étiez dans le public. Tout d'abord, j'imagine que le vote de ce 1 million d'euros supplémentaires, c'est un soulagement pour vous. Vous allez
pouvoir boucler votre budget pour les 5 ans à venir ? Alors, surtout pour nous, c'est une étape importante qui est franchie. C'est la fin d'une période de négociation. C'est la satisfaction, effectivement, d'être arrivé à trouver une solution, à trouver un accord avec la ville. Et ensuite, je veux dire que le montant de 1 million qui a été annoncé hier, effectivement, s'ajoute au montant précédemment accordé par la ville. On est bien sur un montant de 2 millions 100 et c'est un montant qui, effectivement, est important. Et je conçois que pour certains, ce soit une somme astronomique. Mais ce qui compte pour nous, c'est l'accord qui a été trouvé, le fait qu'on bâtisse quelque chose sur 5 ans et que ce soit un accord qui permette de dynamiser le stade et de dynamiser d'autres projets également. Alors vous parlez de bâtir, mais alors bâtir quoi ? Parce que le club, pour l'instant, il est très loin dans les divisions. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui avec cette enveloppe de 2 millions d'euros ? On va continuer à faire ce qu'on a commencé depuis 1 an, c'est-à-dire depuis la disparition du club résident, c'est-à-dire nous ouvrir à d'autres activités. Il y a l'activité associative, activité de proximité, qui est très importante pour nous parce que nous voulons que le public manceau puisse accéder à son stade de manière régulière, sur des bases gratuites, qui concernent les enfants, les scolaires, les universitaires, c'est très important. Sur la partie effectivement de rentabilité, nous allons nous battre pour faire venir de grands matchs. On a commencé avec l'équipe de France féminine, avec l'équipe de France Espoir. On a eu aussi le plaisir d'accueillir des matchs de foot américains. Et le but, si vous voulez, c'est justement de pouvoir développer pendant 5 ans des projets alternatifs en parallèle du foot masculin, de manière à pouvoir avoir des activités diversifiées, des activités grand public avec de grands matchs. Alors, reste que pendant le Conseil, hier, cette signature, ce vote n'a pas été apprécié de tous, notamment de l'opposition, qui réclame un audit sur le financement du stade. Vous en dites quoi ? Moi, j'ai pas de souci avec ça. Dans toute notre période de discussion avec la ville, on a mis carte sur table, on a été transparent et au-delà de ce qui a été fait d'ailleurs pendant la période de négociation, j'ai envie de dire aussi les contrats, les protocoles, comme le contrat de construction, les différents avenants qui ont été passés par la suite et le projet de protocole et d'avenant sont des documents qui sont publics auxquels tout le monde a accès. On a, comme tout concessionnaire, l'obligation annuellement de remettre un rapport à la ville, qui est un rapport annuel d'activité dans lequel on décrit ce que l'on fait, comment ça s'est passé, ce que l'on a gagné. On décrit le détail de nos comptes. On décrit également le détail de toutes les prestations de maintenance. On en a beaucoup parlé également. Ces documents sont publics, ils peuvent être regardés. Donc dans la mesure où ils l'étaient jusqu'à maintenant, j'ai pas de souci pour que ça le soit pendant 5 ans. Parmi les autres critiques, il y avait celle d'Alain Pigeot qui estime que la ville va assumer la totalité des pertes et que Vinci s'en sort bien. Vous en sortez bien ? Alors, c'est pas tout à fait exact parce que on est parti sur un contrat de concession qui prévoyait, du fait de la présence d'un club résident en Ligue 1, que des recettes devaient être générées, dont une partie allait à Le Mans Stadium, et les recettes dont on parlait à l'époque étaient des recettes conséquentes. L'espérance de recettes, rien qu'en billetterie et en loyer, pour Le Mans Stadium, était supérieure à 3 millions d'euros. Ces recettes-là, on ne les a pas touchées, donc on n'a pas eu ces gains. Et aujourd'hui, où on n'a plus de club résident, on a pris l'engagement vis-à-vis de la ville pour les 5 années à venir. On a pris un engagement, c'est une prise de risque, d'aller chercher des recettes. Alors certes, pas 3 millions de recettes parce qu'on n'a pas de club de Ligue 1, mais au moins d'aller chercher plus d'1 million de recettes, entre 1 million et 1,5 million de recettes que nous allons devoir aller chercher en accueillant des grands matchs, en présentant des candidatures pour recevoir des équipes de France, des matchs de foot, des matchs de rugby. Donc c'est une prise de risque. C'est une prise de risque pour 5 ans. Et après, certains s'inquiètent déjà. Est-ce que Vinci pourrait se retirer ? Moi, j'ai envie de dire, on me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans ? Je constate une chose, on est aujourd'hui en 2014, on a fait face à une situation de crise. Alors certes, avec un effort financier conséquent, très important de la part de la ville. On a également réuni de notre côté des intérêts privés pour apporter également une solution. Je rappelle que la partie subvention de la ville s'élève à 42% du montant total des coûts de fonctionnement et les 58% restants sont des financements qui sont apportés par notre prise de risque et par d'autres partenaires privés. Nous demander aujourd'hui ce qu'on va faire 5 ans, j'ai juste envie de répondre, écoutez, regardez, aujourd'hui, on a réussi à trouver un accord. Ce qui compte, c'est d'avoir trouvé cet accord et c'est pas de savoir ce qui va se passer dans 5 ans. Merci beaucoup Inès Rambure-Miriquet pour ces précisions sur ce dossier. Et on ouvre une page économie avec ce coup dur pour l'emploi en Sarthe. 185 emplois sont menacés
chez Harman à Château-du-Loir. La direction du groupe américain envisage en effet de fermer son site qui fabrique des haut-parleurs et des amplificateurs pour l'automobile. L'annonce a été faite hier aux salariés à l'issue d'un comité d'entreprise. Si cette fermeture était confirmée, elle fragiliserait encore un peu plus un Sud-Sarthe déjà durement frappé par la crise. Les détails avec Florent Clavel. Depuis hier, l'étendard Harman a encore un peu plus perdu de sa superbe. Ballotté par les vents contraires du groupe américain, les salariés de Château-du-Loir, 185. Il est 13h, quelques-uns sont regroupés dans la cour. Rares sont ceux qui acceptent de nous parler. On ne sait rien, disent-ils, trop tôt. Le coup de massue est là aussi. Pour d'autres, cette éventuelle fermeture n'est pas une surprise. Déjà, on n'avait pas de nouveaux projets Twitter. Les nouveaux projets étaient placés en Chine. Et voilà, donc tout est tiré vers la Chine, vers les bas coûts pour le groupe. J'ai été sauvé l'année dernière grâce à un départ en retraite d'un collègue, parce que sinon le bureau d'études en Europe avait disparu. Donc voilà, pas de surprise. Voilà, il n'y a que le moment où ça arrive, où ça fait mal. L'usine, qui fabrique des haut-parleurs et des amplificateurs pour les voitures, a déjà connu des licenciements. 268 postes supprimés depuis 2006. Jointe par téléphone, la direction invoque une pression constante de ses clients pour réduire les coûts et un site qui fonctionnerait à 30% seulement de ses capacités. Un dernier argument qui ne tient pas la route, selon les salariés. On est peut-être à 30-40% d'utilisation de la surface, parce qu'on a beaucoup de place. On sous-loue des fois des parties de bâtiments pour du stockage, etc. Mais en production, sur les moyens de production pleins, on était à fond du côté électronique, à fond sur une ligne de production Twitter, on était en 2.8 sur l'autre, et puis bon, les lignes woofer elles tournent plus rarement, mais ça tourne bien. Pour la commune de Château-du-Loir, c'est aussi un coup dur. Le nouveau maire, Béatrice Pavie, a rendez-vous avec les services de l'État pour évoquer le cas de l'entreprise Harman. Un regret, que Château-du-Loir ne fasse pas partie de la zone AFR qui lui aurait permis de débloquer des aides financières. Ce périmètre s'est arrêté au Lude, il reprend dans le nord de l'Indre-et-Loire, et là il y a une espèce de vide à Château-du-Loir. Donc comment maintenir les entreprises, comment faire venir de nouvelles entreprises si on n'est pas considéré dans ce périmètre. Donc ça fera partie bien sûr des questions que j'évoquerai avec le préfet semaine prochaine. Selon une source proche de la direction, le groupe Harman fait tout pour trouver un repreneur. Un comité d'entreprise extraordinaire est prévu le 12 mai. Les salariés en sauront alors un peu plus sur leur avenir. Et une autre fermeture d'usine annoncée, cette fois-ci, c'est à la Suze-sur-Sarthe. Le site Brosse, qui fabrique des moteurs électriques, là aussi pour l'automobile, fermera ses portes en 2015. Les 93 salariés sartois en ont été informés par la direction mercredi dernier. Les premiers licenciements devraient avoir lieu d'ici un an. Et malheureusement, cette annonce ne surprend pas les employés. Écoutez ce que nous en dit Michael Feuvre, délégué syndical CFDT. C'était pas du tout une surprise puisqu'en fait on a déjà traversé 2 plans sociaux, un plan de départ volontaire. On voyait bien les volumes qui continuaient à baisser et donc les pertes s'accumulaient pour le site. Et donc on avait relancé plusieurs fois la direction allemande du site pour qu'elle nous redonne de l'activité. À chaque fois, le site de la Suze n'obtenait aucune activité pour des raisons de compétitivité, d'éloignement des clients et aussi probablement en partie du coût de la main-d'œuvre. Et notez que des négociations devraient s'ouvrir mardi et durer jusqu'au mois de juin. Elles porteront sur les offres de reclassement, l'accompagnement dans la recherche d'emploi et le montant des primes supralégales. Les 20 000 € proposés par la direction sont jugés insuffisants par les salariés. Et la préfecture met en garde les Sartois contre le démarchage à domicile abusif. En 5 mois, 95 plaintes ont été déposées et ce suite à du démarchage pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Mais d'autres secteurs sont concernés comme le bâtiment avec l'entretien des façades, des toits. Les victimes sont le plus souvent des personnes âgées. Les entreprises qui les sollicitent disparaissent ensuite très vite après avoir abusé de leur naïveté. Ces pratiques touchent désormais un public plus large et c'est la raison pour laquelle le préfet sollicite aujourd'hui la vigilance de toute la population. On l'écoute. Ce que nous disons aux gens, c'est attention, ayez conscience de ces situations. Lorsque vous achetez une voiture à 15 ou 20 000 €, vous ne le faites pas comme ça de manière impulsive en un quart d'heure. Et bien là, pourquoi est-ce que vous achetez effectivement 20, 30 000 € des équipements dont vous n'avez absolument pas besoin, qui ne vont servir à rien en général, dans la précipitation? Si vous décidez de faire un équipement photovoltaïque, prenez le temps. Demandez à plusieurs entreprises des devis.
Ah, et un petit bug, excusez-nous. On termine ce journal avec un petit peu de culture, Marion. Une semaine après l'ouverture du cinéma Pathé, c'est au tour du Théâtre des Quinconces de se dévoiler au grand public. Après plusieurs mois de retard, le théâtre ouvre enfin ses portes demain et dimanche. L'occasion pour le grand public de venir donc découvrir le nouvel espace culturel de la ville du Mans, à savoir un théâtre de 832 places, pouvant accueillir sur 3800 mètres carrés des spectacles vivants, de l'art lyrique et de la danse. L'ensemble compte également une salle de répétition, un salon, un bar, des salles d'exposition et de conférences. Et c'est le spectacle Alibaba qui devrait inaugurer les lieux le 13 mai. Le programme de la saison prochaine devrait être dévoilé les 24 et 25 juin. Et c'est la fin de ce journal et donc le début des vacances de printemps pour certains. Oui, et dès la semaine prochaine, vous retrouverez un journal toute image à 18h30. Retour du journal en plateau, ce sera le lundi 12 mai. Allez, c'est la fin de cette édition, mais bien sûr, votre quotidienne continue sur LMTV. C'est juste après la météo de Romuald de Besson.